Bonjour tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Je m'appelle Madison Cox, je suis le vice-président de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent et vice-président de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech. Nous tenons de remercier l'Institut français de la mode, qui était d'ailleurs créé par Pierre Berger, qui est avec nous en 1986. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord Aurélie Samuel, qui est la directrice des collections du Musée de Paris, qui va vous parler du Musée de Paris. Björn Dahlström, qui est le directeur du Musée de Marrakech. Et Olivier Flaviano, le directeur du Musée de Paris. Et bien entendu, je vais passer tout de suite la parole à notre président Pierre Berger. Et je tiens spécialement de lui remercier parce qu'il a eu, il y a peu de temps, une intervention et qu'il est parmi nous. Normalement, on devrait être en convalescence chez lui, mais comme vous le connaissez autant que moi, il est là parmi nous et je suis très heureux et très fier qu'il soit là. Donc, je vous passe la parole à Pierre Berger. Bonjour à tous. En 1986, j'ai fait un institut français de la mode dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui a pour but d'enseigner la mode, mais d'enseigner la mode d'une certaine manière. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes venus ici pour parler de musée, et nous allons parler de musée. En 2002, lorsqu'Yves Saint-Laurent a décidé d'arrêter son métier, moi, j'ai décidé de mon côté de transformer les souvenirs en projets. Mais pour transformer les souvenirs en projets, il faut avoir des souvenirs. Certains essayent, mais ils n'ont pas de souvenirs. Alors, ils peuvent toujours chercher. Nous sommes remplis de souvenirs qui sont au nombre de 5000 vêtements, qui sont de 100 000 et quelques croquis, qui sont, enfin, des choses incomptables. Donc, c'est ces souvenirs-là que nous voulons transformer en projet. Et pourquoi de musée ? Parce qu'en 1966, Yves Saint-Laurent et moi, nous avons découvert Marrakech et que ça a été un exceptionnel coup de foudre. Mais il faut bien dire que nous n'aurions pas fait le musée à Marrakech si nous n'avions pas déjà fait le jardin Majorelle. Vous savez, quand nous avons pris ce jardin Majorelle, qui était plus ou moins abandonné, il y avait 25 visiteurs par jour. Nous sommes arrivés à 800 000. Excusez du peu. Ça veut dire que nous avons maîtrisé les codes de la communication. Ça veut dire que nous avons maîtrisé l'accueil et nous nous sommes permis de faire ce musée parce qu'il était à l'abri, rue Saint-Laurent, et parce que nous savions comment procéder. On vous parlera des musées plus tard. Je vous rappelle les dates d'ouverture. Le 3 octobre à Paris au public et le 19 octobre au public à Marrakech. Alors, je vais peut-être passer la parole. Moi, je crois que les artistes passent avant tout. Excusez-moi pour les autres, mais entièrement. Et je ne changerai pas d'avis. C'est pour ça que je veux donner la parole tout de suite à Karl et Olivier. Ils sont les architectes du projet et je vais leur demander de venir au pupitre
et de nous expliquer comment ils ont conçu ce projet et pourquoi ils l'ont conçu. Donc, je vous présente Olivier Marty et Carl Fournier, les deux architectes responsables pour le musée Yves Saint-Laurent Marrakech, qui ouvrira au public le 19 octobre. Et Björn Dahlström, qui est le directeur de ce musée, va entrer plus en détail, mais on va peut-être avoir quelques mots des deux architectes responsables pour ce très beau projet. Donc on peut peut-être déjà juste expliquer l'enchaînement des choses, comment ça s'est passé. Déjà, on a été très très touchés quand on a reçu l'appel de Pierre et Madison pour ce musée. On ne s'y attendait pas du tout. D'abord, on n'était pas au courant du projet. Et puis, on ne s'attendait pas du tout à être choisi comme ça, de façon aussi rapide et amicale. Donc, la tâche était... le défi était dur à relever. On ne pouvait pas se tromper. Je vais couper la parole tout de suite à Carl, parce que, naturellement, j'avais rêvé de grands architectes internationaux. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec ça? Voilà. Donc, c'est résumé. C'est dit de façon plus directe. À la Pierre Berger. Voilà. Donc, on s'est tout de suite attelé à la tâche. Et donc, dans le duo qu'on forme, on a une façon un peu spécifique, étrange de travailler. Moi, j'ai souvent des petites idées comme ça qui viennent. Et après, Olivier, derrière, travaille d'arrache-pied pour essayer de leur donner forme. Donc, la nuit, après la rencontre avec Madison et Pierre, où ils m'ont parlé pour la première fois du musée, j'ai eu quelques idées d'un bâtiment opaque. J'ai eu l'idée des briques, de l'utilisation de la brique en référence à la terre de la ville de Marrakech et à la couleur de Marrakech. L'opacité, évidemment, pour protéger les collections, et aussi parce que les maisons marocaines sont toujours tournées vers l'intérieur, vers des patios, et très opaques à l'extérieur. Enfin, des choses comme ça qui sont venues très vite. J'ai envoyé un mail à 3h du matin à Olivier, et puis après, voilà, il a dessiné. Moi, ensuite, c'était des mots, en fait, qui exprimaient sa vision, qui était une vision de l'esprit, une vision en rêve. Et du coup, moi, mes mots, c'est mon crayon, c'est ma main. Donc, petit à petit, ont commencé à naître des formes qui avaient des courbes pour la première fois dans notre travail. Il y avait une volupté. D'ailleurs, je me souviens d'une séance de travail avec Pierre Berger où j'ai parlé de féminité. Et Pierre me dit, vous y connaissez quelque chose à la féminité, Olivier ? Et du coup, il y a eu l'intervention de ces courbes en plan comme en élévation, qui était un petit peu comme l'effet que peut avoir le délié d'une écriture ou le tombé d'un textile. Et il s'est passé quelque chose avant la présentation de l'esquisse qui était à la Fondation, dans la grande salle du Conseil. Pierre Berger étant peut-être d'une nature impatiente, on a senti qu'on ne pourrait pas se permettre de passer 1 mois et demi à plancher sur notre esquisse sans rien montrer. Et pour la première fois dans notre travail, on a voulu associer notre client à notre processus créatif. Donc je suis arrivé à la Fondation avant l'esquisse, plusieurs semaines avant, avec le carnet de nos études, qui était donc un compulse de nos calques, de nos dessins, de nos croquis, et qu'on a voulu partager avec Monsieur Berger. Et c'était un très joli moment d'échange sur ce qui allait devenir l'esquisse, puis les plans, puis le musée que vous avez aujourd'hui. Donc on a vraiment la sensation de l'avoir fait ensemble, malgré une très grande liberté qui nous a été laissée. Alors peut-être je vais prendre l'occasion aussi de vous présenter l'autre partie de l'équipe de Marrakech. Donc si je peux demander Christophe Martin de se lever, qui était responsable pour la scénographie, Yves Tarallon, qui est responsable pour l'architecture intérieure du café, le studio dans le musée, et Philippe Appellois, qui est responsable pour la charte graphique du musée Marrakech. Maintenant, je vais passer la parole à Björn Dahlström, le directeur du musée Yves Saint-Laurent Marrakech, qui va vous faire découvrir un peu plus en détail le bâtiment. Donc pour la surprise du bâtiment, c'est dommage, mais Pierre Berger nous a fait la surprise de chambouler un peu l'ordre des choses, ce qui n'est pas un problème.
Donc on va commencer à parler de Marrakech. Alors j'allais enchaîner en disant Aurélie, merci de nous avoir expliqué l'importance du patrimoine de la Fondation. Eh bien, tu vas nous l'expliquer plus tard. Vous voyez ici le logo imaginé par Philippe Appelois pour ce nouveau musée à Marrakech. Monsieur Berger l'a dit, ce musée ne pourrait pas exister sans le patrimoine incroyable de la Fondation et cette conscience du patrimoine qui était en train de se faire à Paris très tôt, depuis déjà les années 60, puis qui s'est affirmé un peu plus tard. Mais je laisse à Aurélie le soin de vous expliquer tout ça plus précisément. Donc ce musée n'aurait pas pu se faire à Marrakech sans ce patrimoine. Il n'aurait pas pu se faire non plus si Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, Monsieur Berger l'a dit, n'étaient pas venus pour la première fois en 1966 pour découvrir cette ville, pour laquelle ils ont eu tous les deux un véritable coup de foudre. Ils ont d'ailleurs acheté une maison lors de leur premier voyage, une maison qui sera le décor de vacances heureuses, aussi de nombreuses amitiés nouées au Maroc. Mais le Maroc n'a pas été, et Marrakech en particulier, n'a pas été simplement un lieu de vacances, mais aussi un lieu de travail. Et très important pour Yves Saint-Laurent, qui dit lui-même y avoir découvert la couleur. On le voit ici à sa table de travail à la villa Dar es Saada, qui est une seconde villa de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent à Marrakech, qui jouxtait le jardin Majorelle, dont Pierre Berger a également parlé. Alors toute cette aventure n'aurait pas pu se faire non plus sans le jardin Majorelle, Pierre Berger l'a dit, qui est devenu un lieu incontournable au Maroc, un lieu patrimonial, presque symbolique de la ville de Marrakech et du pays et du Maroc. Donc en 1980, le jardin était en danger. Un promoteur immobilier envisageait sa destruction. Et c'est à ce moment-là que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent décident de le racheter, le restaurent, introduisent de nouvelles espèces végétales, lui redonnent aussi son éclat. Et vous voyez là le studio du peintre, l'atelier de peinture de Jacques Majorelle, qui est donc le créateur, ce peintre orientaliste, créateur du jardin Majorelle dans les années 30, racheté en 80 par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, maintenu ouvert au public et qui accueille aujourd'hui, M. Berger l'a dit, environ 800 000 visiteurs par an. Le projet du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech trouve sa genèse dans une exposition qui avait été organisée très peu de temps, il y a 6 ans environ, très peu de temps avant l'ouverture du musée Berbère, qui était en lieu et place de l'atelier que vous avez vu sur l'image précédente. Une exposition qui s'intitulait Yves Saint-Laurent et le Maroc, qui a reçu un accueil populaire tout à fait étonnant, à la fois auprès des touristes du jardin Majorelle, mais aussi du public marrakchi. Et à partir de ce moment-là, l'idée est venue à Pierre Berger et à son entourage, à ses équipes, d'imaginer la possibilité d'un musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Et c'est donc à ce moment-là, il y a 3 ans exactement, j'insiste aussi sur le temps de ce projet, qui a été extrêmement court entre vraiment les premières idées dont vous parliez, Olivier et Karl, et la réalisation du bâtiment, qui a été livré il y a un peu plus de 15 jours. Vous l'avez vu ici en façade sur la rue Yves Saint-Laurent, qui est donc à une centaine de mètres du jardin Majorelle. Donc le cahier des charges, Olivier et Karl vous en ont parlé, était assez simple. Pierre Berger a dit « je veux quelque chose de marocain et de contemporain ». Je crois que le pari est rempli. L'utilisation de cette brique, qui est vraiment la signature du bâtiment, qui s'intègre aussi très bien dans l'urbanisme environnant. En termes de volume, d'une part, il n'y a pas de grandiloquence dans ce bâtiment. Donc des volumes qui s'enchassent et qui épousent aussi la ville et l'environnement. Aussi en termes de chromie, on est dans une palette de couleurs tout à fait en phase avec le reste de la ville, avec ce granito rose et cette brique de Tétouan. Et c'est ce calpinage saillant que vous voyez ici un peu plus dans le détail. Chaque volume est revêtu de ce calpinage de briques saillant qui est un peu comme l'évocation de la trame d'un tissu. Donc ici, on est sur la rue Saint-Laurent, à proximité du jardin, et c'est l'entrée, la face est, l'entrée et l'accès du public dans le bâtiment. Ici, un détail un peu plus précis, où vous voyez bien le calpinage de briques dont je parlais, un peu plus tard dans la journée avec un peu plus de soleil. Et là, la vue nord-est, qui me donne l'occasion de parler des différents volumes et d'aborder la question de la programmation culturelle, enfin la programmation architecturale, de laquelle découle une programmation culturelle. Le grand volume à droite
est la salle Yves Saint-Laurent. Le volume courbe en face de vous, au milieu, est la salle d'exposition temporaire. Vous devinez l'auditorium sur votre gauche que vous avez vu préalablement. Donc je vais vous parler maintenant de la programmation culturelle. Je tenais à préciser que le bâtiment fait à peu près 4000 m² construits, qu'il a été réalisé par l'entreprise générale Bimaro, qui est la filiale marocaine de Bouygues Construction. Les architectes sont évidemment Karl Fournier et Olivier Marty, Studio KO, qui est un cabinet d'architectes. Vous avez commencé à travailler au Maroc, il faut le préciser. Il y avait une vraie légitimité aussi à travailler avec vous, puisque vous avez commencé il y a 15 ans votre activité au Maroc. Vous êtes aujourd'hui un peu partout dans le monde, avec un bureau à Paris et à Londres. Donc on a travaillé aussi avec des experts, Bouygues. L'architecte d'opération, je tenais à la citer, Claire Patette, a assuré le suivi de l'intégralité du projet. Donc pour la programmation culturelle, c'est Christophe Martin, ici présent, qui en a assuré la scénographie. Je parle ici de la salle d'exposition permanente, la salle Yves Saint-Laurent. Le commissariat, donc le choix des robes et des objets, a été assuré par Pierre Berger, accompagné de Dominique Deroche, que vous devez connaître, puisqu'elle est rentrée dans la maison en 1966 et qu'elle a assuré la presse à la maison de couture, puis la communication à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Elle est également là, et je la remercie d'être là et de nous avoir accompagnés. Et également Laurence Benaïm, que vous devez connaître également, journaliste et biographe d'Yves Saint-Laurent. Donc le commissariat assuré par Pierre Berger, le choix des robes. L'idée de Christophe Martin était dans un espace de 400 m², un peu comme une black box, très minimale, noire, de présenter une cinquantaine de modèles présentés en rotation, pour plusieurs raisons. Déjà, la première étant de leur assurer la meilleure conservation préventive, de ne pas trop exposer les modèles au public, mais aussi de permettre une réactivation régulière des modèles qu'on peut montrer. Donc là, vous avez un polyptyque qui évoque les rapports d'échelle, également les modèles que nous montrerons. Les thèmes que nous avons choisi de montrer sont évidemment des thèmes importants dans le travail d'Yves Saint-Laurent, notamment le masculin-féminin. Vous voyez ici une petite sélection de ce que nous montrerons dans l'exposition, 2 smokings sur la gauche, un jumpsuit, mais aussi une attention particulière sur l'Afrique. Il sera question d'évoquer assez directement l'inspiration d'Yves Saint-Laurent qu'il a puisée au Maroc, ici une saharienne, mais vous verrez également la fameuse cape Bougainvillé, qui est une transcription assez presque littérale d'un massif de Bougainvillé dans le jardin majorel adjacent. Donc les thèmes, pour résumer, c'est le masculin-féminin, les noirs, le noir et blanc, le noir et or, le Maroc et les Afriques rêvées d'Yves Saint-Laurent, les voyages imaginaires, les jardins extraordinaires, qui est une première, un thème que nous avons développé ensemble avec Dominique Deroche et Laurence Benaïm, encore une fois pour faire écho au jardin adjacent. Enfin, l'invitation au bal et Yves Saint-Laurent et l'art. Mais voilà, je vais juste vous présenter une image qui illustre les voyages imaginaires, et notamment ici et l'Inde. On retrouve quelques modèles qui seront présents dans l'exposition. Alors, nous n'allons pas aborder Yves Saint-Laurent uniquement dans la salle qui lui est dévolue, la salle Yves Saint-Laurent. Nous avons également, ensemble avec les architectes, défini un programme de différents espaces qui se répartissent dans le bâtiment, et notamment une galerie de photos dans laquelle nous avons choisi de programmer tous les ans le travail d'un photographe en relation avec l'univers d'Yves Saint-Laurent. Pour l'inauguration, nous avons choisi de travailler avec André Rau, qui est un photographe allemand, qui était venu en 1992 pour célébrer, à travers un shooting, les 30 ans de la maison de couture. Il était venu avec Catherine Deneuve, muse et amie d'Yves Saint-Laurent, qu'il avait photographié dans la Médina, dans la Palmeraie, qui est un hommage à Yves Saint-Laurent et Catherine Deneuve. Donc nous avons sélectionné une dizaine d'images que nous présenterons à cette occasion. Je rappelle juste que cette série avait été réalisée pour le magazine Elle France. Il y a également un autre espace qu'on a appelé, qui est le foyer de l'auditorium, qui est pour nous l'occasion d'illustrer à travers la présentation de nombreux documents le travail important qui a été réalisé par Yves Saint-Laurent en relation à la fois avec le théâtre, avec les ballets, mais aussi avec le musical. Ici, une lettre qu'Yves Saint-Laurent avait adressée depuis Marrakech à Zizi Jeanmaire, une lettre assez drôle d'ailleurs, et évidemment Yves Saint-Laurent et le cinéma.
Donc voilà pour la programmation autour de l'univers d'Yves Saint-Laurent. Mais il y a un espace, et je ne l'ai peut-être pas précisé au départ, il s'agit évidemment d'un musée Yves Saint-Laurent, mais encore plus que cela, il s'agit d'un centre culturel qui s'adresse évidemment au public nombreux du Jardin Majorelle, on l'a dit plusieurs fois, mais également aux Marrakechis et aux Marocains. On veut être un lieu vivant, et nous avons mis en place des équipements qui nous permettent d'activer une programmation dynamique, notamment cet auditorium qui porte le nom de Pierre Berger. C'est un lot architectural complexe auquel M. Berger s'est intéressé tout particulièrement et qui compte à peu près 150 assises. Il est tout à fait polyvalent. La conception a été assurée par Karl et Olivier, par Studio Chaos, accompagné d'experts dans le domaine qui s'appelle Theaters Project, qui sont spécialistes d'acoustique et d'espace scénique, et qui nous ont accompagnés dans la conception de cet espace, donc je le répète encore une fois, complexe. C'est la première fois que nous montrons un visuel de cet espace avec ce panotage acoustique en chaîne, qui est un espace tout à fait élégant, qui nous permet à la fois d'organiser des concerts live de musique classique ou autre, mais également de projeter des films, des retransmissions notamment en partenariat retransmissions en direct en partenariat avec l'Opéra de Paris, également aussi d'organiser des cycles de présentation de projection de films, notamment avec le Festival international du film de Marrakech, et puis toutes sortes de films proches de l'univers d'Yves Saint-Laurent ou pas. Et enfin, il nous permet d'organiser les nombreux colloques que nous avons organisés ensemble à la Fondation Jardin Majorelle depuis de nombreuses années. Je pense au colloque du musée Berbère, au colloque botanique dont Madison Cox a la charge, et dans le futur, les colloques mode, éventuellement, Yves Saint-Laurent, d'où nous parlerons plus tard. Donc la programmation culturelle, c'est cet espace, une programmation vivante. Nous avons aussi un espace d'exposition temporaire, donc dédié à environ 2 à 3 expositions que nous organisons par an. La première qui se tiendra pour l'inauguration du musée Yves Saint-Laurent sera dédiée à Jacques Majorelle. Ça paraît logique de boucler un peu la boucle. Nous sommes à côté du jardin, dans le musée Yves Saint-Laurent. Et cette exposition que nous avons conçue ensemble avec Félix Marcillac, qui est le spécialiste du peintre, présente une trentaine d'œuvres majeures qui sont conservées au Maroc, mais également des photographies, des affiches. Nous avons des prêts tout à fait exceptionnels d'œuvres qui n'ont jamais été encore montrées au public. Donc cette salle d'exposition, évidemment, est destinée à présenter des expositions d'art, mais également d'art contemporain. Je le disais à l'instant, l'idée, c'est aussi d'être une caisse de résonance à Marrakech de toutes les bonnes volontés. Je pense en particulier à la Biennale de Marrakech, qui est aussi un partenaire, à la fois 154 d'art contemporain pour l'Afrique, qui se tiendra en février, et foire à l'occasion de laquelle nous avons décidé de programmer le travail de l'artiste et couturier Nourdine Amir, que nous avions présenté à Paris il y a 2 ans et que nous étions promis de programmer à nouveau dans sa ville, à Marrakech. Donc ce sera la 2e exposition qui aura lieu dans cet espace d'exposition temporaire. Alors tout ça, toute cette programmation n'aurait pas été possible si nous n'avions pas imaginé en sous-sol des espaces de conservation préventive qui sont tout à fait spectaculaires compte tenu des proportions que nous lui avons données. Nous avons bénéficié pour ça de l'expertise de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent qui depuis de nombreuses années conserve des vêtements et d'une spécialiste en conservation préventive, Véronique Monnier, qui nous a accompagnés dans la programmation architecturale de ces espaces avec Jean-Michel Rousseau. Donc il s'agit d'un vrai espace de traitement des collections qui nous permettent de les accueillir dans les meilleures conditions, à la fois des ateliers, des espaces de restauration. Nous avons la capacité de restaurer tout type d'objets dans ces espaces, des salles d'examen, le cas échéant, et ce n'est pas souhaitable, de quarantaine si des textiles sont infestés, puisque nous sommes ici en présence d'un patrimoine extrêmement fragile et qui est probablement avec le papier le plus fragile à conserver. Et enfin, des espaces de réserve. Ici, vous avez ces compactus qui sont pas encore remplis de leurs objets. C'est ici la réserve du musée Berbère, puisque compte tenu des efforts que nous avions mis en place dans
ce projet. L'idée était de mutualiser à la fois le dépôt important que la Fondation à Paris nous a concédé, environ 1 millier d'objets qui nous permettent de programmer dans les salles Yves Saint-Laurent, mais également d'y introduire la collection des objets non présentés au musée Berbère, qui compte à peu près 3000 objets. C'est une image qu'il était important pour moi de vous montrer. C'est un des locaux techniques du musée qui sont très importants en termes de volume. C'est aussi l'occasion d'expliquer tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour assurer à la fois le contrôle et la stabilité climatique du bâtiment. Ça a été une part très importante, même si en général elle n'est pas vue par le public. Mais c'était l'occasion pour moi d'une part, de remercier Bimaro, qui a mené des études très approfondies pour assurer cette stabilité. Il y a des chocs thermiques qui sont très importants à Marrakech. Et encore une fois, pour assurer la meilleure conservation des objets, il faut que la stabilité climatique soit garantie. Donc c'était juste l'occasion de l'évoquer et de dire que toute cette technique nous permet aussi, dans le bâtiment, d'accueillir des prêts très importants, internationaux, puisque nous garantissons le meilleur traitement des œuvres dans ce bâtiment. Il y a un autre aspect qui se trouve ici à l'étage. Vous voyez la bibliothèque de recherche du musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. C'est un fonds important qui est constitué d'un premier fonds, qui est un fonds arabo-andalou, une donation de M. Berger, qui a collectionné cette bibliothèque depuis de nombreuses années. Un deuxième fonds en rapport plus direct avec le jardin, qui est un fonds botanique et qui est donné par Madison Cox. Également un fonds berbère que nous avons constitué depuis quelques années et un fonds costume et mode que nous allons commencer de constituer. Donc l'ensemble étant accessible au public sur rendez-vous pour des amateurs ou des chercheurs. Donc il y a deux éléments que je voudrais évoquer que je n'ai pas pu illustrer, puisque même si les espaces sont terminés, on n'a pas été en mesure de les photographier. Il s'agit des services de la librairie du musée Yves Saint-Laurent, qui a été pris en charge par Christophe Martin, qui est un vrai hommage à la première boutique Rive Gauche, ouverte à Paris, et qui reprend aussi un vocabulaire très lié au parfum opium, puisque l'intégralité de l'espace est recouvert de lac rouge. On fête d'ailleurs les 40 ans d'Opium cette année. C'est un espace tout à fait spectaculaire. On y retrouvera tous les ouvrages liés à Yves Saint-Laurent, tous les catalogues qui ont été publiés également sur Pierre Berger, des bijoux Loulou de la Falaise, des cartes postales et des affiches Love, et également une section sur la bibliothèque et la cinémathèque idéale d'Yves Saint-Laurent. J'en profite pour remercier Laurence Benheim qui nous a soufflé cette idée, c'est-à-dire de pouvoir retrouver toutes les sources à la fois littéraires et cinématographiques d'Yves Saint-Laurent pour mieux appréhender le travail de l'artiste. Et enfin, un café, Yves Tarallon est là, qui s'appellera Le Studio, en hommage au studio de l'avenue Marceau, studio de création d'Yves Saint-Laurent, qui en reprend aussi le code couleur. Et c'est donc Yves Tarallon qui a assuré l'aménagement de cet espace, qui est un lieu convivial, à la fois intérieur et extérieur, d'environ 65 couverts, à l'extérieur, qui donne sur un bassin, qui me donne l'occasion, bref, d'évoquer le paysage, qui, lui, a été assuré par Madison Cox. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et c'est un programme dense. On a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Je suis très content de voir que toute la maîtrise d'œuvre, les architectes, le constructeur, tout le monde est là. Ça a été un projet court, donc encore une fois, entre la première idée et sa réalisation, 3 ans. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci bien, mais je tiens à ajouter une chose. Nous avons fait dans ce musée une chose contre laquelle je suis totalement, mais que j'ai faite quand même. Parce que nous n'avons pas assez de Mondrian, d'Africains, d'Assahariennes, nous, à Paris, pour prêter au musée de Marrakech. Alors, exceptionnellement, on a fait une dizaine de robes, une dizaine de vêtements. Mais ce sera précisé. Ça ne sera pas fait comme ça. Ça ne sera pas passé par entourloupe. Ça sera écrit. Voilà. Mais j'ai préféré faire des faux, oui, que pas du tout. Je crois que le public de Marrakech sera très heureux de voir un Mondrian,
le public de Marrakech soit très heureux de voir une africaine. Le public de Marrakech sera très heureux de voir d'autres choses. Mais il y en a... Combien il y en a, bien? Qui partent à Marrakech? Et il y en a 6. C'est pas beaucoup. Voilà, mais je tiens à le dire. Merci Bjorn et Pierre Berger. On va passer maintenant sur le musée de Paris, le musée Saint-Laurent à Paris, et je veux peut-être prendre l'occasion juste d'introduire Nathalie Crinière, si vous pouvez vous lever, qui est responsable pour la scénographie, Jacques Grange pour la décoration et Alexandre Volkov pour la charte graphique. Voilà les principaux acteurs. Et maintenant, la parole est à Aurélie Samuel, directrice. Voilà, c'est vous. Bonjour à tous. Alors, comme le rappelait Bjorn, le musée de Marrakech va ouvrir ses portes dans un bâtiment qui a été construit à cet effet, selon un programme architectural très ambitieux. Celui de Paris, au contraire, ouvrira en lieu et place de l'ancienne maison de couture, au 5 avenue Marceau, dans le 16e arrondissement. Cette maison de couture, lorsqu'elle a fermé en 2002, a transformé ses espaces avec des travaux assez conséquents qui avaient déjà été menés à l'époque par l'agence Jean-Michel Rousseau et qui aujourd'hui suit les travaux. Et c'est grâce vraiment à cette agence, au sérieux et à la rigueur de ce travail que nous pourrons ouvrir dans les temps, le 3 octobre, avec une scénographie, comme vient de le préciser Madison Cox, de Nathalie Crinière et un décor de Jacques Grange. Et ce musée, donc, qui ouvrira dans ce lieu d'origine, en fait, est une sorte de continuité, d'aboutissement de ce qu'a fait la Fondation, mais avant tout ce qu'a fait la maison de couture. Puisque dès le départ, au fond, dès les années 60, et en 64 précisément, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent décident de garder des collections, de garder des prototypes, c'est-à-dire des modèles qui sont présentés au moment du défilé et qui rejoignent donc des sortes de réserves imaginaires au même titre qu'un musée imaginaire que Saint-Laurent avait déjà finalement anticipé, pensé en 1982 lorsqu'il annote les cahiers de vente en mettant la mention musée. Ce qui veut dire que ce patrimoine a été conservé depuis fort longtemps et c'est justement aussi dans cette conception et cette conscience patrimoniale que l'on peut concevoir un musée. Pierre Berger le rappelait en introduction, il souhaitait transformer ses souvenirs en projets. Et lorsque l'on crée un musée, ce sont des souvenirs, mais aussi des collections que l'on crée. J'ai l'habitude de dire qu'une exposition temporaire raconte une histoire, fait rêver. Un musée raconte l'histoire. Et on ne déroge pas avec l'histoire. Mais pour cela, il faut des collections, il faut des souvenirs, il faut un fond. Alors, je vous le disais, la Fondation a préservé de manière extrêmement précieuse, selon un travail très rigoureux et scientifique que la Fondation a mené avec une équipe de conservation, des pièces, non seulement des textiles, mais vous le verrez aussi des accessoires, des œuvres d'art graphique et des photographies. Dans des réserves qui sont in situ, ce qui est très rare aujourd'hui, car la plupart des grands musées français sont obligés d'externaliser leurs réserves par manque de place et pour pouvoir évidemment parfois correspondre à des normes de conservation préventive qui ne sont pas toujours envisageables dans le lieu d'origine. C'est la grande chance de la Fondation, c'est d'avoir pu créer des réserves qui sont extrêmement performantes, extrêmement sécuritaires et dans lesquelles on peut à la fois suspendre les costumes, les conserver à plat dans le respect évidemment de la fragilité de ces pièces. La réserve d'accessoires que vous voyez sous les yeux a été conçue assez récemment et permet de conserver tous les types d'accessoires, c'est-à-dire à la fois les bijoux, les chapeaux, les chaussures, puisque vous le savez très bien, tous les vêtements haute couture, mais aussi rive gauche, étaient entièrement accessoirisés. Mais j'allais dire, ce qui est le plus important et peut-être le plus rare dans la conservation de ce patrimoine et ce qui peut-être le différencie des autres maisons de couture, c'est que la Fondation a gardé tout le processus de création, tous les éléments en fait qui permettent de retracer l'origine d'un modèle. Du croquis original, en passant par la Bible. Alors la Bible, c'est une fiche d'atelier, mais en l'appelant la Bible, vous voyez quelle est l'importance en fin de compte de ce document qui annote, qui résume en fin de compte tous les éléments essentiels constitutifs de la confection d'une robe. Les planches de collection, dont vous avez un exemple sous les yeux, qui reprennent donc tous les modèles ainsi que les échantillons de tissu et les mannequins qui porteront les pièces juste avant le défilé, mais aussi toute la documentation, car nous avons un fonds documentaire extrêmement important de magazines, de photographies, de Polaroid, ce qui témoigne également de toute l'histoire de la robe une fois qu'elle a été confectionnée.
Alors le musée, je vais juste utiliser le pointeur pour vous montrer le parcours. Donc vous avez une vue ici. Commencera donc, l'entrée du musée se fera par l'entrée initiale de la maison de couture, entrée historique. Ensuite, un passage dans les grands salons permettra d'aborder l'œuvre de Saint-Laurent au travers d'un film qui retracera à la fois sa vie, mais tout en se basant vraiment sur sa création, une sorte d'introduction créative à la compréhension de son œuvre. Ensuite, nous pénétrerons dans le musée par cet espace. Les différents podiums se succéderont jusqu'au premier étage, je vais y revenir, avec une première salle et bien sûr le studio de création. Donc je vous le disais, on rentrera d'abord par les salons qui sont restés donc en l'état, avec une biographie. Ensuite, un premier podium, puisque le parcours muséographique a été conçu à la fois pour valoriser, bien sûr, ce patrimoine, pour retracer l'œuvre de Saint-Laurent, pour l'inscrire, j'allais dire, d'une manière définitive, plus simplement dans l'histoire de la couture, mais plus largement dans l'histoire de l'art, mais également pour montrer son implication sociale et pour montrer que la mode, au fond, à défaut peut-être d'être éphémère, bien qu'elle le soit, peut perdurer au travers l'œuvre d'un couturier qui est lui-même un artiste et qui a conçu ses robes comme étant des véritables œuvres d'art. Le premier podium sera donc consacré aux iconiques, au style Saint-Laurent. En quoi il a marqué la mode, en quoi il a marqué l'histoire, et ça nous permettra aussi de comprendre peut-être la façon dont il a su lui-même s'imprégner de la société dans laquelle il vivait, comprendre finalement l'évolution de cette société et lui rendre vie, en fin de compte, faire prendre vie au travers des silhouettes qu'il a considérablement changées, puisqu'il a évidemment changé les silhouettes des femmes, mais il a aussi changé le regard que l'on pouvait porter. Et je dirais, pour aller un petit peu plus loin, que finalement, c'est à partir de cette époque, et il en est l'un des acteurs principaux, qu'un vêtement signifie ce que l'on est. Ce n'est pas simplement ce que l'on montre, mais également ce que l'on est. Donc le premier podium sera consacré aux iconiques, donc smoking, jumpsuit bien sûr, trench coat, saharienne. Et le second sera vraiment dédié à l'histoire d'une collection. Parce que cette maison, ce musée, se veut aussi le reflet, la radiographie, j'allais dire, d'une maison de couture à une époque. Concevoir une collection, c'est une inspiration globale. On peut voir dans une seule et même collection énormément d'influences, énormément de pistes sur lesquelles Yves Saint-Laurent réfléchissait. Et donc, c'était intéressant de pouvoir montrer à la fois les modèles d'une collection, de manière évidemment non exhaustive, puisque nous n'avons pas assez de place, mais les modèles les plus représentatifs, en regard des planches de collection, des dessins, des bibles qui permettent de comprendre le processus de création. Et puis, ça permettait aussi, je dirais, de garder l'esprit de maison de couture. Chaque année, aux rotations, on viendra voir la nouvelle collection d'Yves Saint-Laurent. Et nous avons choisi de commencer avec l'année 62. Vous allez me dire que ce n'est pas très original, mais en même temps, c'est la première collection. Et ça permettait aussi, évidemment, d'évoquer la création de la maison. Parmi les modèles de la première collection, vous reconnaîtrez évidemment le caban et la blouse, qui sont des emblèmes des collections d'Yves Saint-Laurent et de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Une planche de collection, je l'ai déjà évoquée, mais une planche de collection qui sera donc vraiment présentée en regard, de sorte que l'on puisse comprendre tout le cheminement, tout le processus créatif. Ensuite, il nous semblait aussi important d'évoquer vraiment l'aspect technique, parce que le textile, même s'il fait partie d'un vêtement, même s'il est taillé pour être porté, c'est d'abord une matière, c'est d'abord une technique de tissage, de teinture, de broderie. Et c'était une manière aussi de mettre en valeur les savoir-faire de toutes ces maisons qui ont collaboré avec la maison Saint-Laurent, les plumassiers bien sûr, les brodeurs, tous ceux qui ont contribué à donner vie à la folie créatrice de l'auteur. Et ça ne peut être bien sûr possible que lorsque l'on maîtrise une technique extrêmement sophistiquée. Donc une vitrine sera dédiée à ces pièces très techniques dont vous avez ici un exemple, hommage à ma maison. Ensuite, bien sûr, nous l'évoquerons, comme d'ailleurs Björn l'évoquera aussi à Marrakech, les influences artistiques et les influences imaginaires. Alors quand on dit imaginaires, elles ne sont pas tant imaginaires que ça dans ces fameux voyages immobiles d'ailleurs, comme le disait Pierre Berger récemment, parce qu'il a quand même une approche littérale des objets. Et ce qu'il me semble vraiment intéressant, c'est qu'il assimile une culture, il assimile un objet et il en redonne une version totalement nouvelle. Ce n'est pas une copie, c'est une véritable citation, c'est un hommage. Mais c'est aussi, quand on le voit justement sur ces pièces espagnoles et russes, une silhouette totalement nouvelle à partir d'éléments qu'il puise dans les différentes cultures qui l'intéressent,
qu'il ait justement un contact direct avec les objets, qu'il ait un contact livresque parmi ses lectures, ou qu'il ait tout simplement un contact fantasmé, imaginé. À l'espace de l'entresol, nous pénétrerons dans une salle vidéo qui montrera donc un film, une sorte de portrait croisé entre Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, car si cette maison a pris vie, c'est évidemment grâce à Yves Saint-Laurent et à son talent, mais évidemment aussi grâce à Pierre Bergé, qui a su, je dirais, sublimer son talent. Au premier étage, donc, nous pénétrons dans un espace qui est entièrement décoré par Jacques Grange, comme vous le voyez ici, qui permet de contextualiser les œuvres. Parce qu'au fond, la problématique d'un musée de mode et d'un musée de textile en général, c'est d'arriver à donner vie à des objets qui ont été conçus sur des personnes vivantes, en mouvement, comme le concevait Yves Saint-Laurent, à travers, je dirais, une présentation statique. Comment faire? En le contextualisant, c'est le but de la muséographie, c'est le but de la scénographie. Et pour contextualiser, on a plusieurs choix. On peut soit extrêmement dépouiller, éclairer, et l'objet, je dirais, sort finalement de lui-même d'une sorte de contexte qu'il se réapproprie, ou alors le contextualiser grâce à un décor, comme on voit ici, un décor qui évoque le grand siècle. Et cet espace sera dévolu à l'histoire de la mode. Ça nous semblait aussi intéressant de montrer comment Saint-Laurent avait su raconter toute l'histoire de la mode, de l'Antiquité, j'allais dire à nos jours, plutôt jusqu'aux années 40. Pourquoi les années 40? Puisque l'influence qu'il puise dans l'Antiquité, dans l'art médiéval, dans la Renaissance, l'époque classique, néoclassique et bien sûr le grand 19e, eh bien, il ne le puise plus à partir des années 40, puisque c'est lui qui fait la mode. Et ce qui me semblait vraiment intéressant, c'était à la fois de montrer, bien sûr, les modèles, mais d'essayer de faire des liens. Vous voyez, par exemple, ce modèle médiéval, il possède une broderie qui reprend totalement l'iconographie des chasses médiévales. Et c'est intéressant de voir comment il a transposé finalement une technique typiquement moyenâgeuse sur un vêtement en le rendant extrêmement moderne. Et puis, bien sûr, le studio est intégré au parcours des collections. Et ça, c'est j'allais dire une grande nouveauté, mais de toute façon, il était accessible, je dirais, de manière sporadique auparavant, puisqu'on pouvait le visiter uniquement sur rendez-vous. Là, il sera totalement intégré au parcours, et c'est un espace que l'on veut à la fois, évidemment, commémoratif, mais en même temps vivant, c'est-à-dire que c'est là vraiment qui était le cœur de la maison, c'est là que tout se concevait, et l'on veut que ce foisonnement, cette création, on puisse quasiment la palper. On redescendra par la galerie pédagogique où, à travers un certain nombre de films, nous pourrons aborder là plus précisément le processus créatif, puisque nous avons mené des interviews, enfin plus exactement Laurence Benaïm a mené des interviews auprès des anciens de la maison pour recueillir leurs témoignages et pour savoir exactement comment se déroulait la conception d'une collection, comment se déroulait l'élaboration d'un modèle, du croquis, comme je vous le disais, original, en passant par la Bible, la fiche de manutention, la planche de collection, le défilé, et nous irons jusqu'à la vente. Enfin, la dernière partie du musée sera consacrée d'une part à une approche plus large de l'œuvre de Saint-Laurent, car c'était également un orfèvre. Nous souhaitions présenter dans une sorte de cabinet de curiosité la totalité, ou en tout cas en partie par rotation de la totalité des bijoux qu'il concevait donc en lien avec ses vêtements, et évidemment aussi des dessins, car c'était un dessinateur hors pair qui avait un vrai coup de crayon, et on peut le voir dans cette vue de perspective, dans les dessins de théâtre, de cinéma, dans les dessins de scène, on peut voir que c'était également une approche picturale qu'il met en valeur. Et dans la dernière salle, qui sera une salle assez close, une sorte de studio mental où s'allumeront tour à tour les robes avec un certain nombre de portraits, mais je n'en dis pas plus pour garder le mystère, eh bien nous aborderons l'influence picturale, l'influence artistique plus généralement que Saint-Laurent a assimilée dans sa création, l'influence littéraire, poétique, théâtrale et évidemment picturale, puisque la première année sera plus spécialement dédiée aux peintres. Je voulais évidemment montrer la robe Mondrian qui est emblématique, mais qui me semble très importante dans les relations finalement que l'art a eues à la mode et inversement, puisque Saint-Laurent a marqué véritablement une rupture en 1965 en signant cette sorte de manifeste où il arrive à transformer une peinture en robe, à passer du 2D en 3D et où la nouvelle problématique était comment se vêtir d'une peinture au fond. Alors il y aura deux moments clés dans ce musée Saint-Laurent Paris. Un premier moment d'exposition temporaire qui ira donc d'octobre à janvier et un deuxième moment de rotation
permanente, privilégiant les collections de la Fondation. Lors de ces expos temporaires, on pourra à l'occasion, bien sûr, emprunter des œuvres qui seront mises en regard des pièces. La première portera sur l'Asie rêvée de Saint-Laurent, car c'est évidemment un de ses thèmes, je dirais, de prédilection, tant dans les robes qui semblent tout droit sorties de la garde-robe des princes moghols ou des empereurs de la Chine mandchoue, mais également de l'influence qu'il a pu avoir en regardant ces vêtements et en les réinterprétant dans d'autres. Par exemple, le fameux bouton bijou que l'on voit beaucoup en fin de compte sur ses créations, il l'a pris des costumes de Maharaja. Et il a su, comme je le disais tout à l'heure, digérer toutes ces influences pour en créer un vestiaire original. J'ai oublié de vous dire que la première année sera, elle, consacrée aux collections permanentes, ce qui veut dire que la première exposition temporaire ouvrira en octobre 2018. Et c'est cette conscience patrimoniale dès l'origine de la maison, ce savoir-faire au sein même de la maison, cette conservation et cette valorisation de ce patrimoine, dont Olivier Flaviano va vous parler dans un instant, qui nous a permis, au fond, d'obtenir tout récemment l'appellation Musée de France à l'unanimité. Musée de France, ça veut dire qu'à la fois, on reconnaît l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, on reconnaît la légitimité de ce musée, on l'assoit dans le paysage culturel muséal français, parisien et international, mais surtout, on lui donne l'occasion de protéger de manière définitive ses collections en lui donnant l'inaliénabilité. Je vous remercie de votre attention. Merci Aurélie. Maintenant, on va passer. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Flaviano, qui va vous dire quelques mots sur le rayonnement de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Merci Björn, merci Aurélie. Je voulais juste simplement en quelques mots conclure ces deux présentations pour vous rappeler que la création de ces deux musées Yves Saint-Laurent s'inscrit dans une démarche plus générale qui est une démarche patrimoniale. À la fois une démarche de conservation de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, Aurélie vous l'a dit, mais aussi une démarche de faire rayonner, du rayonnement de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. La partie conservation, Aurélie vous l'a expliqué, a commencé dès les débuts de la maison de couture. La partie rayonnement commence dès le début des années 80. Et ce qui est assez fascinant avec l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, c'est qu'à la fois, il va changer, il va bouleverser l'histoire de la mode, mais en même temps, il va changer le statut même de la mode et le statut du couturier. Et j'aimerais rappeler peut-être une date qui, pour moi, est aussi importante que 1965, la robe Mondrian, ou 1966, la création du smoking. Et cette date, c'est 1983. Et pourquoi ? Parce qu'en 1983, pour la première fois, un couturier vivant entre au musée. Et ce musée, c'est le Metropolitan Museum of Art de New York, qui n'est pas n'importe quel musée, puisque c'est un musée, non pas un musée uniquement textile, mais un musée d'art qui se veut universel, tel que le Louvre, par exemple. Et aussi une exposition dont la commissaire est Dinah Vreeland, qui n'est pas n'importe qui, et qui reçoit à peu près 1 million de visiteurs en quelques mois. Et tout à coup, ce qui est important dans cet événement, c'est que tout d'un coup, l'œuvre du couturier côtoie l'œuvre des peintres et l'œuvre des sculpteurs, et ouvre la voie, en quelque sorte, aux expositions de mode que l'on connaît aujourd'hui. Alors, 1983, c'est le début. Il y a également une photographie de l'exposition qui a lieu au Palais des Arts de Pékin en 1985. Et je tiens à rappeler que pendant à peu près 30 ans, jusqu'à encore aujourd'hui, la maison de couture dans un premier temps, puis la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent ont organisé une vingtaine d'expositions de par le monde. C'est la première maison de couture qui a engagé l'organisation de ces expositions. Plus récemment, la dernière exposition parisienne posthume d'Yves Saint-Laurent a lieu en 2010 au Petit Palais, au Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Cette exposition a voyagé aussi à travers le monde, puisqu'elle est allée en Espagne et aux États-Unis. Et plus récemment, nous avons continué notre activité en organisant une exposition à Seattle à l'automne 2016, qui est en ce moment présentée au Virginia Museum of Fine Arts de Richmond aux États-Unis. Ce qu'il est important de noter, pour conclure, c'est qu'en parallèle des activités du musée Yves Saint-Laurent Paris et du musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent continue d'organiser des expositions hors les murs,
bien sûr en France. On va tenter de créer des modules, des petits modules qui pourront être présentés dans des musées en région. Peut-être je peux aussi vous annoncer qu'on est en discussion avec le musée départemental des arts asiatiques de Nice, qui va certainement reprendre l'exposition consacrée à Yves Saint-Laurent et l'Asie, dont vous a parlé Aurélie. Et nous entamons aussi des discussions avec le Japon, l'Australie ou encore la Corée pour organiser plutôt à l'horizon 2019, 2020, 2021 des expositions rétrospectives de grande ampleur. Ces expositions, pour terminer, ont vraiment deux buts. Le premier but est bien sûr de valoriser le fonds exceptionnel de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent, et chaque exposition est pour nous l'occasion de sortir de nouveaux modèles, de présenter de nouveaux documents. Encore une fois, nous avons des milliers de modèles que nous conservons à la Fondation et des milliers de croquis, accessoires, photographies, etc. Mais c'est également l'occasion d'asseoir l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, comme le disait Aurélie, dans l'histoire de la mode et plus largement dans l'histoire de l'art. Je passe la parole à Madison. Merci. Avant de passer la parole à M. Berger, je voudrais juste vous expliquer, avec la création de ces deux musées, nous avons créé un comité scientifique qui est sur le prochain... Voilà. Qui est composé, et nous sommes très honorés de voir, voilà, c'est là, d'honorer de voir ces membres qui ont accepté de faire partie de notre comité scientifique qui se partage entre Marrakech et Paris, qui est aussi en renouer nos relations avec diverses institutions culturelles et de mode mondiaux. Également, nous avons aussi créé et vous aurez dans votre dossier de presse la liste complète. Ensuite, nous avons aussi créé un comité d'honneur pour le musée de Marrakech, présidé par son Altesse Lala Salma, la femme de Sa Majesté Mohammed VI, composé également de les amis de la maison, les amis de M. Berger, de M. Saint-Laurent, etc. Nous tenons de remercier nos partenaires, ici surtout l'Institut français de la mode, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et nos partenaires Paris sont la mairie de Paris, l'Institut national de l'audiovisuel. Nous vous remercions infiniment. Ainsi, nos partenaires musée Yves Saint-Laurent Marrakech, là l'hôtel Mamounia, la centrale automobile chérifienne, la commune de Marrakech, Lux Radio, l'hôtel The Four Seasons et l'hôtel El Sadi. Et maintenant, je vais vous passer la parole à M. Berger pour clôturer cette conférence. Merci à vous tous. Je pense que maintenant, je manquerai à tous mes devoirs si je ne remerciais pas une personne. Quelques-uns l'ont connu dans cette salle. C'était un Argentin. Il s'appelait Hector Pascual. Et Hector Pascual. Hector Pascual conservait ce qu'il pouvait dans une cave et pas vraiment dans les admirables projets de Carl et d'Olivier. C'était une cave. Et je me rappelle, en 83, la pauvre Dinah Vreeland était assise sur un malle, et c'est dans cette cave. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire cette exposition maître. Alors j'imagine sa joie aujourd'hui, s'il était là. Et je pense à lui. Mais je veux remercier maintenant M. François-Henri Pinault et Mme Francesca Bellettini, avec qui nous avons lié des liens très étroits et qui nous aident dans la construction de ce musée. Qu'ils en soient remerciés et qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude. Merci à tous.